Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Un nouveau numéro consacré exclusivement au secteur du commerce en République de Guinée. Évidemment, nous parlons de ce secteur, quel est en réalité son poids dans la performance économique de notre pays. Évidemment, pour nous parler de tout cela, il s'agit évidemment du ministre Boubacar Bari, ministre du Commerce, qui nous reçoit ici dans les locaux du ministère du Commerce et qui est l'invité de ce numéro de Café Débat. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir et bienvenue dans cette émission. Je vous en prie, bonjour. Merci. Et on va faire donc un tour d'horizon de ce secteur, non des moindres justement pour, on va dire, l'économie de notre pays. Mais avant tout, vous avez été nommé il y a de cela au moins 6 mois. Dites-nous dans quelle situation vous avez trouvé le secteur du commerce en arrivant à ce poste. Bon, merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur votre télévision et par ricochet pouvoir expliquer à l'ensemble de nos compatriotes la situation et les perspectives dans le secteur du commerce. Il est vrai que j'ai été nommé il y a à peu près 6 mois de cela. Et la première mesure que nous avons prise a été d'essayer de compiler l'ensemble des textes réglementaires, documents spécifiques liés à l'activité commerciale dans notre pays. D'abord, dans quelle situation vous avez trouvé le secteur? C'est important qu'on sache. Bon, écoutez, est-ce que vous avez trouvé que les choses marchaient bien par rapport à mon arrivée, à ma présence actuelle après 6 mois, le secteur n'a pas beaucoup changé. Il est dynamique, il apporte énormément de plus-value à l'économie nationale, mais il est aussi très désorganisé. C'est ce constat que nous avons fait et on a estimé qu'il est important de faire le point pour savoir exactement qu'est-ce que nous avons comme texte réglementaire. Donc, vous avez trouvé un secteur plus ou moins désorganisé. Désorganisé parce que vous savez bien que toutes les instances qui doivent représenter et booster le secteur dans l'activité commerciale ne sont pas en place, particulièrement la Chambre de commerce, qui est un des outils indispensables au développement et à la structuration de l'environnement du commerce. Vous savez que la Guinée n'a pas de chambre de commerce depuis plus de 10 ans, voire même 12 ans. Nous avons un comité provisoire de gestion de ce secteur. Il est vrai que des efforts importants ont été faits par l'équipe conduite par mon prédécesseur pour mettre en place les structures au niveau déconcentré. Donc, les chambres préfectorales de commerce ont été installées, les chambres régionales ont été installées. Donc, le processus doit arriver à terme par la mise en place de la Chambre nationale. Alors, nous sommes dans ces dispositifs. Une fois que donc vous avez trouvé cette situation de désordre, si on peut dire comme ça, ou plus ou moins désorganisé, où il y a des structures... Vous mettez ça entre griffes. Désordre entre griffes. Où il y a des structures qui manquaient, où sans doute il y avait des vides en termes de textes et principes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis là, en termes de réforme, en termes de réflexion, en termes d'action nouvelle? Vous savez, c'est toute une question de méthodologie. D'abord, avant de penser à des réflexions nouvelles, il faut faire le point sur ce qu'on a comme réglementation et obligation. Le secteur est régi par des lois, par des règlements. Est-ce que ces règlements sont appliqués? Est-ce que ces lois sont appliquées? Parce que si aussi nous avons ces textes qui codifient l'ensemble du secteur et qui ne sont pas appliqués, c'est que déjà là il y a un problème. Donc le constat, la première démarche qui a été demandée aux différents services, c'est de faire de manière à compiler tous les documents et textes réglementaires qui régissent le commerce et tous les éléments qui accompagnent le commerce, à savoir la certification qualité, à savoir l'accompagnement des opérateurs dans le secteur de l'exportation des produits à travers l'agence guinéenne de promotion de l'exportation, le respect des procédures qui imposent la loi par rapport à la déclaration descriptive des importations ou des exportations, parce qu'il est extrêmement important que les principes de la réglementation soient respectés pour que les gens puissent, ou l'administration puisse s'assurer de la qualité et de la traçabilité des produits qui rentrent dans le pays. Absolument. Bon, les lois ne sont pas faites pour être faites, elles sont faites parce qu'elles concourent à quelque chose. Et cela va contribuer, bien entendu, si elles sont rigoureusement appliquées, à la protection de la population, parce que c'est une question de santé publique. Absolument. Et aujourd'hui, vous constatez, je n'ai pas besoin de vous le dire en tant que ministre du Commerce, vous le constatez vous-même en tant que citoyen guinéen, qu'il y a beaucoup de produits
qui sont sur le marché guinéen, dont on ne connaît pas l'origine, Absolument. et pour lesquels nous ne connaissons même pas la composition, et que aussi ces produits peuvent ne pas être certifiés à la qualité, ou être certifiés à la qualité de façon totalement désorganisée, ce qui ne répond à aucune rigueur. Donc il y a un travail de réflexion, d'harmonisation et de mise à niveau des textes, parce que aussi la loi que j'ai pu retrouver dans les archives date de 1994. Donc elle est archaïque. Elle n'est pas archaïque puisqu'elle est en vigueur. La dernière loi qui a été prise dans ce secteur, elle date de 1994. C'est la loi, je crois, L040. CTRN, qui a été élaboré par le CTRN et promulgué par décret du président de la République, le général Lansana Conté, le 22/12/94. Cette loi doit s'adapter au contexte nouveau. Ce qu'il y avait en 1994 et ce qu'il y a en 2018, vous êtes bien entendu conscient que c'est différent. Nous ne sommes plus dans le même environnement d'affaires, nous ne sommes plus dans la même dynamique nationale ni dans la même dynamique régionale. Vous avez le tarif extérieur commun qui est rentré en application. Nous allons aller bientôt dans la zone de libre-échange continentale, où le marché guinéen va être ouvert au marché africain, ainsi que le marché africain au marché guinéen. Absolument. Donc si nous n'avons pas de texte qui rentre en adéquation avec toutes les conventions que nous avons validées au niveau de la CEDEAO, que nous validons au niveau de l'Union européenne, il reste bien entendu que nous serons complètement en déphasage de ce qui est en train d'être construit par le gouvernement. Alors, il ne serait-ce que le texte, le tarif extérieur commun dont vous parlez, ça fait un bon bout de temps, je pense que ce texte a été adopté par l'ensemble des pays membres. Et les facteurs intégrants comme les zones libres de circulation et les prix, ainsi de suite, est-ce que la Guinée est déjà dans la dynamique? Est-ce qu'on est au diapason? Il y a un processus de codification de normes régionales qui se font au fur et à mesure. Parce qu'il y a des hommes d'affaires qui continuent à se plaindre je veux dire, si vous voulez, des tracasseries. Pas seulement des douaniers, c'est pas inhérent Guinée, mais d'autres pays. C'est pas inhérent qu'à la Guinée. C'est ce que je dis. Que nous avons des faiblesses dans l'administration. Tout le travail qui a été fait pour concourir aujourd'hui à la mise en place très prochainement d'un guichet unique va justement dans ce sens, pour faciliter la traçabilité, faciliter la fluidité, faciliter les échanges commerciaux et aussi créer la confiance entre les opérateurs et l'administration. Comme je le dis souvent, le rôle de l'administration, ce n'est pas de faire du commerce. Le rôle de l'administration, c'est créer l'environnement propice à l'épanouissement et au développement du commerce. C'est le secteur privé qui doit être le moteur du développement. L'État doit créer les conditions et la plateforme qu'il faut pour que le secteur privé puisse accéder aux ressources, au financement, puisse accéder à la terre, puisse être allégé dans les charges et taxes liées au développement de leur activité par la création de la plus-value en investissant dans la transformation de nos produits locaux. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais tout cela aussi doit se faire dans un environnement régulier, d'équité et de justice. Bien. Et un environnement sécurisé. Donc le premier travail que nous avons fait, c'est ce travail de constat. Au terme de ce constat, nous avons projeté des réformes. Et ce sont ces réformes que nous allons maintenant mettre en application pour que nous ayons une meilleure visibilité de notre secteur du commerce. Et donc, pour les téléspectateurs, en clair, en ce qui concerne les décisions que vous avez déjà prises en termes d'harmonisation des textes ou de réécriture peut-être de certains principes, certains règlements, quels en sont-ils, en tout cas les principaux qui déjà font effet en ce qui concerne l'organisation du secteur? Est-ce que, je suis ministre du Commerce. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, par secteur d'activité, quels sont les acteurs ou combien d'acteurs il y a dans le commerce aujourd'hui. Dans le secteur informel ou formel? Quelle que soit l'activité, qu'elle soit formelle ou informelle. Il y a des statistiques disparates comme ça qui sont mises à disposition par les organisations socio-professionnelles, parce que le secteur informel est articulé autour du GOA, qui a un recensement, la Chambre de commerce a un recensement, le ministère de l'Industrie a fait, il y a quelque temps, le répertoire national des petites et moyennes entreprises, donc là également il y a un répertoire, la PIP, puisque les gens vont créer leurs entreprises ou leurs structures à la PIP, cela aussi a un répertoire, donc il faut compiler l'ensemble de ces répertoires pour voir comment sortir un fichier fiable
où il n'y a pas de doublon, et pour qu'on puisse vraiment avoir une visibilité sur l'activité commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la réglementation impose que quand on doit faire une activité commerciale, on est assujetti à la délivrance d'une carte professionnelle de commerçant. Cette carte professionnelle de commerçant est délivrée par la Direction nationale du commerce intérieur. C'est ce qui est réglementaire. Et les cartes professionnelles de commerçant sont délivrées partout. Il y a des fausses cartes partout. Il paraît que même à côté du tribunal de première instance de Conakry, vous pouvez trouver des cartes. Et j'ai été interpellé par les ambassades qui ont les spécimens de cartes et qui se plaignent véritablement de la présentation par certains de nos compatriotes de fausses cartes d'identité ou de cartes professionnelles, pardon, pour l'obtention de visa. Et qu'est-ce que ils prétendent faire des voyages à l'étranger pour pouvoir faire des transactions commerciales. Ça pose problème. Parce que, ça salit la profession, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le commerce. Et deuxièmement, s'il n'y a pas de traçabilité, ça peut permettre de faire rentrer dans notre pays n'importe quel type de produit. Donc la première mesure que nous avons prise pour arrêter d'abord l'hémorragie, c'est de suspendre la délivrance de cartes professionnelles. Donc à date, vous avez suspendu la délivrance des cartes depuis 2 mois. Professionnelles de commerce. De commerce. Toute activité confondue. Ok. Donc nous avons mis un mécanisme en place. Est-ce que c'est ce qui explique à un moment donné qui a freiné le mouvement de certains commerçants, Moi, certains hommes d'affaires qui se plaignaient, oui? Je n'en sais absolument rien. J'ai dit que j'ai suspendu la délivrance de nouvelles cartes. Il reste bien entendu que ceux qui détiennent des cartes anciennes, qui sont encore en cours de validité, peuvent les utiliser. Donc ça n'arrête pas la machine. Mais la disposition qui est prise, c'est de changer complètement le modèle de carte. Parce que c'est des cartes comme les cartes d'identité des élèves, qui est facilement falsifiable. D'accord. Aucune sécurité. De changer complètement ces cartes et mettre des cartes professionnelles biométrisées à puce. Ça permet de personnaliser la carte, de mettre toutes les informations requises à l'activité dans la puce, savoir le RCCM, le registre du commerce, l'activité, le lieu d'activité, la nature de l'activité, ainsi de suite. Et nous allons faire de manière à ce que ce fichier puisse être au fur et à mesure amélioré pour que chaque fois qu'un opérateur quitte le secteur informel pour le secteur formel, que les données liées à son activité puissent être intégrées dans la puce. Ça veut dire quoi? L'objectif, c'est d'avoir une base de données globale du secteur commercial par type d'activité et par zone géographique. C'est-à-dire, si vous, en tant qu'opérateur basé à Kindia, vous voulez avoir ou développer un certain type d'échanges commerciaux avec des opérateurs qui sont au Sénégal et qui ont besoin, par exemple, d'acheter de l'igname. Vous savez que l'igname est produite particulièrement dans la zone de la Haute-Guinée, particulièrement dans Kanka, Maniana, et ainsi de suite. Donc, si vous avez besoin de prendre contact avec un commerçant qui est dans ce secteur, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, aller jusqu'à Kanka. Vous vous connectez juste sur la base de données, vous rentrez, vous mettez les paramètres qui intéressent les questions que vous voulez vous poser, igname, tant, telle qualité d'igname. Dans la base de données, vous avez tout de suite les opérateurs qui sont identifiés sur ce produit. Donc vous avez la possibilité de sélectionner, en fonction des éléments d'appréciation que vous avez, de sélectionner l'opérateur avec lequel vous pouvez envisager de faire des affaires. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir une traçabilité et de savoir qui fait quoi, dans quel secteur et combien. À ce moment, vous saurez, il y aura combien d'opérateurs par catégorie et par secteur à Mamou, à Labé, à Kindia, à Farana, ainsi de suite. Et tout ça sera centralisé au niveau d'un centre de documentation commerciale que nous allons mettre en place au niveau du ministère du Commerce, en appui et en accompagnement avec ITC, le CCI, le Centre de commerce international, qui a aussi une base de données internationale et qui va nous accompagner en nous aidant à l'équipement, à la formation du personnel, à la formation même des groupements socio-professionnels à l'utilisation de ces outils. Parce que c'est un logiciel qui va être mis en place, que vous pouvez télécharger dans votre téléphone. Donc quand vous avez besoin de consulter quelque chose, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs ou de chercher à aller dans un cyber. Vous avez la connexion sur votre téléphone, vous tapez, vous mettez les informations et vous avez ce qu'il vous faut. Ça, c'est la première innovation au niveau de ce cas spécifique des cartes professionnelles de commerce.
Et donc, vous avez parlé tout à l'heure du secteur informel, c'est-à-dire que les gens qui veulent migrer du secteur informel au secteur formel. Il y a quelque chose qu'on a toujours entendu dans le monde des affaires en Guinée, c'est-à-dire que le monde du commerce en Guinée est tiré plus par l'informel qui n'est pas maîtrisé par l'administration que par le secteur formel. Et quand on parle donc de rentabilité, de recettes, c'est que l'État gagne moins dans ce domaine-là parce qu'il y a des déperditions, il n'y a pas de contrôle. Sur cette question, est-ce que vous avez une vue d'ensemble? Est-ce que vous avez une initiative nouvelle? Parce que toutes les administrations qui se sont succédées tout est une question de méthodologie. N'ont pas réussi à maîtriser ce secteur-là. Tout est une question de méthodologie. Si vous faites les enquêtes, vous vous rendrez compte que ceux qui veulent rester dans le secteur informel pensent qu'en restant dans le secteur informel, c'est pour échapper au fisc. Alors que, et c'est une réalité. En réalité, les transactions qui se font de façon informelle et l'argent qui paye aux agents véreux qui sont dans le secteur du fisc peut être supérieur à ce qu'ils doivent payer légalement à l'État. Donc le problème, c'est de savoir quel est le message, le langage qu'il faut leur apporter et leur faire comprendre qu'avec les enjeux africains qu'il y a dans le libre-échange des activités commerciales, il est mieux pour eux d'être structurés. Parce qu'ailleurs, les gens se structurent pour que nous puissions être concurrentiels. Alors, s'ils ignorent justement les enjeux et peut-être les risques auxquels ils sont confrontés, si les commerçants, comme on les appelle, qui veulent toujours rester dans l'informel, hors du système, ou du mécanisme qui est formalisé, ou formel, j'allais dire, quel message, justement, vous avez parlé de message, comment ça s'explique que depuis tout ce temps, il n'y a vraiment pas de pédagogie, de démarche qui puisse les convaincre à être dans ce système? À un moment donné, on a entendu parler je sais pas, des formateurs qui voudraient approcher les commerçants les plus analphabètes d'ailleurs pour leur montrer comment faire leur cahier de comptabilité, comment payer les taxes, ainsi de suite. Mais en fait, ça ne donne pas de résultat parce que chaque jour que Dieu fait, il y a forcément quelqu'un qui intègre le processus informel, mais qui échappe toujours au fixe et à la question des taxes. Il y a des exemples. Nous avons vu des opérateurs guinéens qui étaient dans le secteur informel de la façon la plus profonde possible. Je connais des gens qui, il y a quelques années, vendaient des pommes, vendaient du pain. Aujourd'hui, ils sont devenus de grands industriels. L'exemple le plus profond, c'est l'exemple de Saliou Kenyeko. Le propriétaire de Sonoko. Le propriétaire de Sonoko. C'était un vendeur de pain. Mais par la persévérance, par l'acceptation de l'accompagnement, aujourd'hui, il fait partie des plus grands industriels du pays. C'est une référence. C'est un exemple. Absolument. Bon, donc, il faut donner les bons exemples et rassurer nos populations que les taxes qui sont payées servent effectivement au financement des actions collectives. Qu'est-ce que j'appelle action collective? C'est tout ce qui est régalien. L'eau, l'éducation, l'électricité, les infrastructures. Ça, il faut que nos populations le voient, qu'ils aient confiance. Parce que s'il y a restriction aussi, où les gens refusent de payer les taxes, c'est parce qu'ils se disent que les taxes qui sont payées ne vont pas effectivement dans les caisses de l'État. Il y a ce problématique aussi. Et je vous ai dit que ça, c'est un problème d'ensemble. Ce n'est pas lié simplement au secteur du commerce. Même quand vous regardez les impôts qu'on doit payer sur le revenu, les impôts fonciers qu'on doit payer, tout le monde triche. Tout le monde triche, personne ne paye l'impôt. Et tout le monde veut tout exiger. C'est une certaine méfiance. Tout le monde veut tout exiger de l'État, mais personne ne fait un effort pour aussi assumer ses devoirs. Donc aujourd'hui, vous êtes focalisé sur ce travail-là Il y a beaucoup de travaux. Ça, c'est spécifique à l'identification et à l'assainissement du secteur, qu'on sache qui fait quoi. Ça, c'est déjà un premier pas. L'autre pas qui est le plus important, c'est la certification qualité des produits qui rentrent ou qui sortent de notre pays. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons un office national de contrôle de qualité qui est sous tutelle du ministère, qui a ce rôle. Mais cet office a beaucoup de problèmes. Problèmes institutionnels, problèmes techniques, problèmes d'équipement. Bon, nous venons de bénéficier de l'accompagnement de nos partenaires, particulièrement de l'Union européenne, qui finance la mise en place d'un laboratoire de référence. Le contrôle. Le processus est en cours. Le laboratoire les travaux avaient été réalisés, il y a eu beaucoup d'anomalies. Nous avons fait le point. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à niveau le bâtiment pour qu'il réponde effectivement aux caractéristiques d'un laboratoire digne de son nom.
Et parallèlement, nous sommes dans un mécanisme de formation pour que le personnel qui va utiliser ce matériel de dernière génération puisse être en mesure de le faire. Bien. Mais l'autre problème que nous avons, c'est que par rapport à ces deux dynamiques, le personnel est vieillissant. Il faut le changer. Voilà, les gens se sont sédentarisés. La plupart, près de 70% du personnel de l'Office national du contrôle de qualité doit aller à la retraite dans cette année et l'année prochaine. Donc si on n'a pas de recrutement exceptionnel de jeunes Guinéens qui sont dans ces profils de formation en chimie, en biologie, parce que c'est des questions d'analyse et de contrôle, si on ne les recrute pas maintenant pour qu'eux ils puissent bénéficier de la formation requise pour l'utilisation de ces nouveaux équipements, on ne pourra pas pérenniser l'activité. Bien. Donc il y a tout ce travail qui est en cours d'exécution. Et d'ailleurs j'ai une mission d'études qui est à Dakar, actuellement conduite par le directeur de l'Office national, avec le chef de l'unité de projet justement financé par l'Union européenne et mon conseiller chargé des questions stratégiques, qui est le point focal pour gérer ce projet pour mon compte au niveau de l'Office national, sont à Dakar pour échanger avec nos frères sénégalais des mécanismes qui sont en cours là-bas pour que nous puissions être aussi efficaces qu'eux. Donc ça, c'est un des aspects. Bien. Il y a un troisième aspect qui est important et qui est lié, c'est la cohérence entre les différents services du ministère du Commerce. Je vous ai parlé tout à l'heure des services de la déclaration descriptive des importations. Qu'on appelle DDI, voilà. DDE. Quand un opérateur, la loi dit que toute transaction commerciale dont la valeur forte est égale ou supérieure à l'équivalent de $2000, toute activité dans ce sens est assujettie à la délivrance d'une déclaration, qu'elle soit d'importation ou d'exportation. Ça veut dire que l'administration a la possibilité de vérifier et d'avoir la traçabilité des produits. Et c'est un service stratégique du Extrêmement ministère important. Fonctionne normalement. Extrêmement important. Qui fonctionne normalement, bon, je dirais pas tout à fait comme on le souhaiterait, parce que certains opérateurs échappent à cette disposition, ce qui fait que le service rapporte de l'argent à l'État, c'est vrai, à peu près 30 milliards de recettes administratives par an, mais je suis convaincu que si les réformes sont faites et que la loi est respectée, ces recettes-là peuvent se multiplier par 4. Est-ce que c'est un service dont les agents sont juste concentrés ici à Conakry pour justement procéder à la déclaration sur des produits d'importation et exportation via le port ou les frontières? Parce que les frontières échappent. Il y a des agents qui sont sur les frontières. Les frontières, parce que mais quel lien les frontières? Nous n'avons aucun lien de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réseau informatique entre nous et les frontières. Tout le travail qui se fait là-bas, il se fait de façon manuelle. Donc même si on dit à quelqu'un de payer des droits pour la déclaration de des produits qui sortent ou qui rentrent de la Guinée, les droits, l'argent va où? Moi, je n'ai aucun moyen de faire la traçabilité de ces. Donc à ce niveau, il y a problème. Bon, à ce niveau, il y a des perditions aussi. Il y a des perditions. Et donc, il faut, le travail de réflexion qui se fait va permettre de corriger tout ça. Mais ça, c'est au niveau de la DDI. Donc, j'ai dit exportation, importation. Au niveau de l'AGIPEX, parce que quand vous faites une déclaration d'exportation, vous vous appuyez sur l'agence de promotion des exportations pour vous aider à mettre le produit sur le marché international. Parce que cela est assujetti à la délivrance d'un certificat d'origine qui certifie que le produit est un produit qui vient de la République de Guinée. C'est une question de traçabilité. OK? Et avant d'obtenir ce document, vous devez obtenir de l'Office national de contrôle de qualité le certificat de qualité qui certifie que votre produit respecte les normes et il est propre à la consommation. Et il n'y a aucun lien à ce niveau-là, monsieur le ministre, j'ai aussi une curiosité parce qu'il y a des moments où on nous rapporte que, en ce qui concerne la labellisation des produits made in Guinée, mais qui en fait peuvent être d'origine guinéenne, mais labellisés d'origine sénégalaise ou ivoirienne. Pourquoi? Comment c'est ça? Parce que nous avons des problèmes de gestion de la commercialisation de nos produits. Le marché est libre. Nous sommes dans la zone de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas interdire à un opérateur sénégalais de venir à Kindia acheter des mangues. Au regard de la question de libre... Vous ne pouvez pas interdire à un opérateur sénégalais ou ivoirien ou burkinabé de venir en Guinée acheter des mangues et les envoyer au Sénégal.
Et le labellisé sénégalais. S'ils transforment, nous on ne transforme rien. Si nous transformons, nous créons la plus-value. Nos opérateurs, les agriculteurs savent quand. Par exemple, le miel guinéen, par exemple, qu'on peut retrouver. Mais pareil, tous les produits. Le café. Le Sénégal ne produit pas de café. Ils viennent chercher le café chez nous, ils vont le transformer au Sénégal, ils le labellisent Made in Sénégal, ils le mettent sur le marché. Les mangues, toutes les mangues qu'il y a en Haute-Guinée, ça sort par le Sénégal, par le Mali. Les mangues, on ne peut rien contre. Si, on peut, mais il faut qu'on ait des politiques cohérentes pour protéger nos productions locales et aussi créer les conditions de transformer. Absolument. Parce que quand on ne transforme pas aussi, les produits pourrissent. Absolument. Voilà, on ne peut pas dire aux gens, vous ne pouvez pas vendre vos produits dans les pays limitrophes, nous sommes dans un même marché régional, et ne pas apporter de solutions à l'absorption de notre production. Donc la balle est dans notre camp. C'est nous qui devons créer les outils de transformation pour créer la plus-value qu'il faut, pour que l'État accompagne les producteurs qui gagneront de l'argent, qui rapatrieront les devises dans notre pays, qui serviront à financer un certain nombre de programmes et de projets que l'État a, ça les enrichit, et plus ils s'enrichissent, plus ils cultivent. Et plus ils cultivent, plus ils créent de la main-d'œuvre. Et l'objectif, c'est de créer des emplois. Bien. On va continuer tout à l'heure ce débat, évidemment, où nous parlerons sans doute de la question de la problématique du commerce intérieur et extérieur, comment est-ce que c'est géré. Un autre problème qui se trouve sur toutes les lèvres en Guinée, tous les matins, c'est la fixation des prix. Est-ce que la nouvelle gouvernance ici au ministère du Commerce, je veux dire, a dans sa ligne de mire cette question de fixation des prix dans notre pays et bien d'autres sujets, bien entendu, de façon profane, qu'on va aborder avec Monsieur le ministre du Commerce. Mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé, nous nous retrouvons. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'avez compris, qui a comme invité M. Boubacar Bari, le ministre du Commerce. Avec lui, nous faisons un tour d'horizon de ce secteur. Dans quel état il a trouvé le secteur du commerce, vous l'avez compris, dans un grand sommet, si on peut le dire ainsi, un véritable besoin de réadaptation, d'harmonisation des textes et bien entendu de contrôle, puisqu'il s'agit aussi de santé publique, en parlant des produits qui rentrent chez nous, mais aussi des produits qui sortent et qui peuvent faire du profit pour notre économie. Et là-dessus, Monsieur le ministre, vous étiez en train de parler des actes que vous êtes en train de poser. Réflexion sur les textes, les règlements, les principes à respecter, mais aussi les actes concrets que vous êtes en train de poser. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du contrôle qualité, c'est important. Aujourd'hui, la Guinée est confrontée à une invasion des produits alimentaires. On ne sait pas ça vient d'où, il y a plusieurs marques. Et même la dernière fois, vous avez le service du colonel Kebouro qui a intercepté des gens qui, selon lui, mettaient de la farine pourrie dans les sacs pour revendre. Et à un moment donné, c'était le riz, c'est lui. Alors, déjà en termes de complémentarité, comment vous travaillez avec eux? Qui est censé justement lutter contre cette question de produits périmés, de produits pourris sur le marché? Le colonel Kebouro a un service. Ce service est réquisitionné par le ministère du Commerce chaque fois que nous estimons nécessaire. Nous avons besoin des fois de la force publique pour assumer certaines missions régaliennes. Monsieur Kebouro ne se saisit pas de lui-même. Soit il a des informations spécifiques, puisque bon, c'est les services de sécurité ici aussi, ils ont leurs moyens d'information, mais il se réfère toujours au ministère du Commerce pour que nous fassions la réquisition qu'il faut pour qu'il puisse intervenir dans l'environnement commercial. Maintenant, ce qui est certain, et que je suis très content que vous le dites, parce que cela dénote de l'anarchie dont je parlais tout à l'heure.
nous allons corriger tout ça dans le processus de réforme. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passera qu'au terme du dispositif, lorsque l'Office national de contrôle de qualité va certifier un produit propre à la consommation, pour les importations, parce que pour les productions locales, cela aussi obéit à une autre procédure. Pour les importations, l'Office national mettra très bientôt à disposition des estampilles. Des estampilles, c'est des petits autocollants qui vont porter le label ONCQ, Office national de contrôle de qualité, et ces estampilles vont être accolées ou collées sur tous les produits qui seront exposés dans l'alimentation. Nous allons commencer par les structures qui sont bien formelles, les supérettes, les supermarchés, et ainsi de suite, les grands espaces de production. Ça veut dire quoi? Vos opérateurs, vous commandez 50 boîtes de bière que vous voulez vendre dans votre boutique, vous devez les exposer tel que c'est prévu par la réglementation, parce que tout ça c'est exposé dans la loi. Mais pour les présenter, vous savez, la plupart du temps, ils accordent dessus un petit papier et le prix est marqué dessus. Des étiquettes. Des étiquettes. Donc ils vont mettre les mêmes étiquetages ONCQ sur les produits. Donc nous allons faire des campagnes d'information et de sensibilisation pour expliquer aux populations que s'ils voient un produit sur le marché qui n'a pas cette étiquette, qui refusent d'acheter ce produit. Alors, en question, en termes de faisabilité, parce que les produits sortent du port autonome, quand je prends des camions qui sortent du port remplis, par exemple, de produits qui vont tout droit à Madina, et puis c'est chez les étalagistes, c'est dans les boutiques du quartier, ainsi de suite. Les étalagistes les achètent chez les grossistes. Évidemment, chez les grossistes. Donc le mécanisme est très simple. On va les étiqueter au port Non, on ne peut pas les étiqueter au port, parce qu'on ne peut pas ouvrir les conteneurs et étiqueter boîte par boîte. Nous savons que les opérateurs importent. Nous avons les statistiques d'importation. Donc si vous faites la corrélation entre les différents services, si la déclaration d'importation est faite, vous savez exactement le produit qui arrive, vous savez la quantité. Et qui vous savez aussi l'importateur. Vous savez également, vous pouvez faire le rapprochement avec le port, avec la douane, puisque la douane également a les statistiques par les connaissements, par un certain nombre de choses. Ce que nous allons imposer dans la nouvelle réglementation par ce système d'estampillage, c'est que tous les opérateurs qui importent ont obligation de se procurer relativement et de façon équivalente à la quantité de produits qui sont amenés, les estampilles nécessaires. Si vous importez 30 000 boîtes, vous devez vous procurer 30 000 estampilles au niveau de l'ONCQ. Et vous avez obligation, au moment de mettre ces produits en étalage, dans vos rayons, de mettre l'estampille dessus. Si les unités de contrôle, les inspections de l'Office national passent dans un supermarché et ils se rendent compte qu'il y a un produit qui n'a pas été estampillé conformément à la réglementation, nous le considérons comme étant une faute. Et cela aussi va être codifié par des sanctions financières, dans un premier temps en fonction du niveau du non-respect de la réglementation, jusqu'à la fermeture de l'officine en question. Donc c'est très simple, on ne va pas se compliquer. L'administration, comme je l'ai dit, est là pour mettre en place les règles. Et ces règles-là seront d'équité. Tout le monde sera impliqué dans ça. Maintenant, l'autre processus, c'est pour les produits locaux. Parce que les produits locaux également, ils doivent être certifiés à la qualité. Absolument. Quand ils sont certifiés à la qualité, le ministère du Commerce délivre ce que nous appelons un certificat de mise à la consommation. Ça veut dire que ce produit est autorisé de sortir des unités industrielles pour être mis dans le marché. C'est le même mécanisme qu'il va y avoir. Nous allons demander aux unités industrielles de se procurer des équipements qu'il faut pour avoir les estampilles, puisque vous savez que c'est des chaînes, c'est des chaînes de production. Les bouteilles passent en chaîne, et chaque fois que les bouteilles passent, elles passent avec une machine qui estampille le logo de la société dessus. Nous allons faire la même chose pour que les sociétés se procurent l'appareil conséquent qui met les estampilles, pour que tous les produits qui vont sortir des unités industrielles, si elles sont certifiées propres à la consommation, qu'ils soient estampillés ONCQ. Donc, tout ce qui ne sera pas estampillé sur ONCQ rentrera dans la rubrique du non-respect de la réglementation. Alors, il y a ces denrées-là de tantis du quartier là-bas, enfin, je ne sais pas, on les appelle les maraîchères, ou cette dame qui cultive comment j'appelle ça,
du piment et qui le déversent sur le marché, ou sinon du manioc, et ainsi de suite, eux, ils ne font pas partie du système pour l'instant. Tout un processus. Ils ne sont pas visés. Tout un processus. De toute façon, je pense que vous pouvez faire la différence entre un piment de qualité frais et un piment non frais. Donc, on ne peut pas aller jusqu'à penser estampiller les piments, c'est invraisemblable. Oui. Voilà. C'est une curiosité en fait. Voilà. Alors, il y a des produits. C'est un processus. Le problème pour nous, ce qui m'embête, c'est que j'aille sur le marché, que j'achète une boîte de jus et que je ne vois pas inscrit sur la boîte les caractéristiques de sa composition. Je ne sais pas ce qui est dedans. C'est extrêmement grave. Alors que le revendeur ou le producteur a obligation de dire, et dans les proportions, quelle est la composition de son produit. Quelle est la durée de validité de son produit. C'est extrêmement grave. Et donc, c'est important que vous mettiez de l'ordre dans ce service de contrôle qualité, parce que on a parlé avant votre arrivée, il y avait la question de corruption aussi, parce que les agents de ce service partaient sur le terrain, et moi j'ai fait l'expérience personnellement où nous sommes allés acheter un jus, je ne vais pas dire le nom, mais après on a constaté, après l'avoir bu d'ailleurs, que c'était expiré. Et nous avons informé le service, mais après, il n'y avait rien du tout. Il se trouve que... Rendons d'abord le service opérationnel, mettons les ressources humaines qu'il faut, avec les niveaux qu'il faut, mettons à leur disposition des outils de contrôle. C'est extrêmement important. Okay? Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la même mise sur ce contrôle. On ne contrôle rien en réalité. On ne contrôle rien. Il faut avoir le courage d'exposer nos lacunes pour pouvoir trouver des solutions afin de les corriger. Il ne faut pas se voiler la face ou se fermer les yeux en disant non, tout est bon, tout est bon, tout est bon, alors qu'on sait que c'est pas bon. Nos populations savent que c'est pas bon. Donc moi je pense qu'il faut avoir un langage de vérité. L'enjeu est important pour tout le monde. C'est une question de santé publique. C'est important pour l'administration. Et donc il n'y aura pas de demi-mesure quand le service sera opérationnel. C'est pas possible qu'il y ait de demi-mesure. Le devoir de l'État et de l'administration, c'est de protéger sa population. Le devoir des citoyens, d'un bon citoyen, c'est de dénoncer chaque fois qu'il voit une anomalie qui est contraire à la réglementation. Donc il faut que chacun joue son rôle. Alors, c'est là où nous venons maintenant à la fixation des prix. Après, on parlera des produits agricoles, produits en tout cas chez nous, et justement qui se retrouvent hors de nos frontières, pendant qu'ici ça manque. Et pourtant, l'un des objectifs de la gouvernance, c'est l'autosuffisance alimentaire. Vous allez expliquer le processus. Mais parlons d'abord de la fixation des prix en Guinée. C'est un problème qui est aussi vieux que le pays lui-même, que le marché, l'économie de marché. C'est-à-dire que vous allez dans le quartier, le boutiquier à droite vend la miche du pain à 1500, et puis vous allez de l'autre côté qui vend le pain à 2000 francs, y compris d'autres types de produits. Et comment est-ce que vous avez cerné cette question d'organisation? Je vous ai parlé de la loi 040 sur la fixation des prix. Voilà, la fixation des prix. Voilà la copie de la loi qui parle de la réglementation et de la liberté sur la fixation des prix. Ok? On a des obligations. Obligations du vendeur de biens et des prestataires de services. Ne serait-ce que d'abord dans les principes de la loyauté commerciale, il y a un certain nombre de dispositions. Les produits doivent être marqués. C'est noté, marquage des produits. C'est noté, étiquetage des produits. Et ça, c'est marqué, affichage des produits. C'est pas une réalité pour l'instant. C'est pas une réalité, c'est dans la loi. Pourquoi on n'applique pas la loi? Quand vous prenez les prix, on dit les prix sont exprimés en francs guinéens, toutes taxes, frais et services compris. Francs guinéens. Il y en a qui vendent en dollars ici, ce qui n'est pas conforme à la loi. Et on dit plus loin que l'application du deuxième alinéa de l'article de la loi est basée sur le prix de revient calculé à partir des éléments ci-dessus. Okay? Le prix, coût, assurance, fret, okay? Les frais de contrôle, les frais bancaires, les droits de douane, la compte sur le bénéfice, les frais portuaires, les pertes sur le poids, les frais financiers, et pour les produits locaux, les coûts de production et les coûts de distribution et de commercialisation. Ça veut dire que tous les paramètres sont pris en compte. Si nous sommes organisés en concertation avec les organisations socio-professionnelles, nous pouvons sortir des coûts moyens pour chacun des produits qui rentrent dans notre pays. Ça, c'est un de vos défis. L'unification des prix,
Celui qui importe fait sa déclaration sur la base de quantité, sur la base de proforma. Ok? Donc on sait, on connaît les frais financiers. Peut-être ça peut varier d'une banque à une autre. Hein? Les charges peuvent varier d'un environnement à un autre parce que ce n'est pas les mêmes lieux de transport, c'est pas ainsi de suite. Les charges de location ne sont pas les mêmes sur un espace de 100 mètres carrés ou un espace de 50 mètres carrés. Tout ça, ça peut être proraté de manière à trouver des coefficients de pondération pour nous permettre, sur des produits essentiels, d'avoir des prix homologués sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce sens, moi, c'est ça mon souci. Dans ce sens, qu'est-ce que vous allez faire? Quand on va acheter une boîte de lait à Conakry à 1000 francs, que cette même boîte de lait avec les mêmes caractéristiques coûte 1000 francs à Matoto, coûte 1000 francs à Kindia, coûte 1000 francs à Mamou. C'est ça l'esprit. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous laissez l'anarchie s'appliquer, vous mettez des textes aussi clairs et qui ne sont pas appliqués, vous laissez libre cours à la supputation et à la... Et là-dessus, comment vous allez procéder? À faire appliquer la loi. Ok. D'abord par la sensibilisation ou tout de suite par la coercition? Les organisations socio-professionnelles à travers les chambres régionales de commerce, les chambres préfectorales, les associations des industriels, les patronats. Les consommateurs. Nous allons avoir l'association des consommateurs, nous allons avoir des séries d'ateliers de concertation pour d'abord nous approprier tous le contenu de la loi, voir est-ce que la loi est adaptée au contexte actuel, sinon quels sont les éléments importants qu'il faudra mettre à niveau pour qu'elle réponde au contexte de l'environnement commercial actuel, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Je ne vois pas pourquoi un compatriote, un Guinéen de Conakry, peut être favorisé au détriment d'un Guinéen de Mamou. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous égaux. Absolument. Voilà. Alors, on parle des produits agricoles, la loco, la banane produite le plus souvent en forêt, l'huile rouge, je crois la pomme de terre, le plus souvent qu'on retrouve hors de nos frontières et les gens s'en plaignent. Or, j'ai dit, un des objectifs du gouvernement, c'est l'autosuffisance alimentaire, qu'on chante autant que nous chantons l'hymne national dans ce pays, mais on n'atteint jamais l'autosuffisance alimentaire. Et il y en a qui pensent que comment on peut l'atteindre, étant donné que la moitié ou plus que la moitié de nos productions se retrouvent au Sénégal, se retrouvent par exemple au Mali, quand on prend ce qu'on appelle régulièrement la loco ou les pommes de terre. Est-ce que vous avez un regard aussi sur cette situation, ou est-ce que c'est pas mauvais du tout? Je ne peux pas tout regarder en même temps. J'essaie d'aller étape par étape. Mais je sais que il y a des exemples qui existent. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des exemples qui ont porté fruit. La Côte d'Ivoire a produit du café et du cacao. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial parce qu'ils ont eu la politique qui s'y en la matière. Le problème pour nous, il faut qu'on trouve le système de péréquation qu'il faut mettre en place pour protéger aussi nos productions. Si vous vendez le kilo ici de pommes de terre à 1000 francs guinéens ou 2000 francs guinéens, vous avez un opérateur sénégalais qui vient, qui dit, bon, il peut prendre le kilo à 500 francs CFA parce qu'il est vendu là-bas et ils ne produisent pas, ils importent. Le kilo est vendu là-bas à 700 francs CFA par exemple. Il vient ici, il vous propose d'acheter avec vous à 500 francs CFA le kilo, il n'est pas perdant parce qu'il a fait ses calculs. Maintenant, cherchez l'équivalence entre 500 francs CFA et 2000 francs guinéens. Donc, vous ne pouvez pas interdire au producteur lui-même ce pouvoir, ne pas vendre à celui le meilleur offrant. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme pour que, même si sur le marché nous avons une déperdition sur les coûts, qu'on puisse accompagner les producteurs pour aider à combler ce manque à gagner pour que la production puisse être absorbée localement. Mais on ne peut pas aussi tout consommer localement. Et si on veut créer la plus-value, il faut qu'on transforme. Si vous ne transformez pas la pomme de terre, vous n'avez pas les installations requises pour sa conservation. Pour les garder à froid. Pour les garder à froid, sa conservation et tout ça. Mais vous avez des problèmes. Vous avez de sérieux problèmes. Et vous savez que maintenant, on sort petit à petit de ces insuffisances parce que hier, on n'avait pas d'électricité. Même si vous produisez des milliers de tonnes de tels produits, vous n'avez aucun moyen de le conserver. Au bout d'un certain temps, ça pourrit. Bon, aujourd'hui, les problèmes d'électricité sont en train d'être résolus petit à petit. Et ces zones, il y a des programmes
Actuellement, on a un projet avec la BID, financement de 47 millions d'euros, 47 millions de dollars avec la BID pour le développement des chaînes de valeur agricole. Dans ce volet, il y a la mise en place d'équipements justement aidant à la conservation, d'équipements aidant au stockage, d'équipements de travaux d'aménagement de pistes et d'espaces agricoles pour aider et accompagner le secteur agricole à booster son développement. Bien. Mais parallèlement, il faudrait que la politique d'encouragement à la création d'unités de petites et moyennes entreprises de transformation puisse continuer et se vulgariser. Bien. Alors, dans le cadre de la globalisation des Suds, on a compris que la Chine commence ou continue à envahir les pays africains, et la Guinée n'y échappe pas. En termes de relations commerciales entre la Guinée et la Chine qui se développent récemment, quelle lecture vous en avez aujourd'hui et quelles sont les perspectives justement dans ce domaine-là aujourd'hui? Pour moi, c'est une école. La Chine nous montre une école. Ici, nous sommes vigoureux, déterminés, on peut arriver. Nous avons des possibilités agricoles extrêmement importantes. Nous sommes en train de résorber nos déficits en électricité. Il faut booster le secteur industriel et semi-industriel pour qu'il puisse absorber toute cette matière première qui va venir. Hier, tous nos échanges se faisaient avec l'Europe, n'est-ce pas? En Europe, c'est devenu plus compliqué au niveau du coût de revient de production. L'Europe a délocalisé, la plupart des entreprises européennes ont délocalisé leur activité en Chine, parce que la main-d'œuvre est moins marché. Donc, la plupart des produits que les Européens produisaient sur leur sol sont produits aujourd'hui en Chine. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille prendre là où c'est produit que de le passer encore par derrière, aller payer, prendre l'autre côté? C'est aussi simple que ça. Voilà le problème. Maintenant, il est vrai que le problème se pose en termes de qualité. Alors, la Guinée peut-être n'est pas confrontée aux autres problèmes dont sont confrontés les pays du centre, par exemple, comme le Congo, comme d'autres pays où il y a une sorte de lutte contre même l'intégration des Chinois dans le circuit du commerce, parce qu'ils se plaignent du fait que les Chinois sont dans toute la chaîne du commerce, que ce soit les grossistes ou les détaillants, ainsi de suite, on les retrouve un peu partout, ce qui gêne un peu les nationaux dans le processus. On n'a pas ce souci avec... Regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup d'activités, pas d'échange, puisque la balance est complètement déficitaire. On n'achète plus en Chine qu'on envoie en Chine, à part les matériaux précieux comme la bauxite. Si on prend en termes de proportion, peut-être qu'on exporte plus vers la Chine de la terre, puisqu'on envoie 30 millions de tonnes vers, on tend vers 40 millions de tonnes de bauxite annuel vers la Chine, que les marchandises. Mais l'échange le plus direct avec les opérateurs commerciaux, c'est l'échange de marchandises. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup d'investisseurs chinois qui viennent chez nous et pour lesquels nous ouvrons des possibilités d'investissement et de création d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises détenues par des Chinois, mais qui sont des entreprises de droit guinéen qui commencent à produire localement. C'est extrêmement important de le savoir. La cohabitation se passe bien parce que c'est important. Cela est important parce que ça crée de l'emploi. Le problème, c'est que quand les gens vont mettre des usines chez nous, même s'ils décident de partir, ils ne vont pas partir avec les usines. On trouvera bien un mécanisme pour que les usines puissent fonctionner. Bien. Voilà. Et ce que nous cherchons, c'est de créer de l'emploi pour que les jeunes qui sont désœuvrés aujourd'hui puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Bien. Et que le surplus leur permette d'améliorer leur cadre de vie, de développer d'autres concepts. Comme je l'ai dit, c'était un tour d'horizon parce que sinon, on ne pourra pas tout dire vu les enjeux, vu les perspectives. Peut-être que prochainement, nous ciblerons un secteur donné, un service donné ou un aspect donné pour le développer. Mais en gros, pour terminer, une question toute bête. Je veux dire, qu'est-ce que votre secteur rapporte à l'économie globale en termes de rentabilité, rapport commerce interne et commerce extérieur? Qu'est-ce que ça rapporte à l'économie globale? En commerce extérieur, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que je vous ai dit tout à l'heure que la balance est très, très faible en notre défaveur. Nous importons plus que nous exportons. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails par rapport à l'importation. Vous savez que la douane est là. La douane est l'organe qui pourvoit le plus en recettes fiscales l'État. Donc cela simplement répond à votre question.
80% des recettes douanières sont issues des activités commerciales. Donc vous voyez le poids naturel du secteur du commerce, dans l'économie. Toute activité confondue dans l'économie. Voilà. Donc maintenant, le plus important, c'est d'organiser tout ça, fluidifier tout ça, rendre tout ça transparent pour que les recettes puissent doubler. Parce que c'est possible de les doubler. Mais c'est un mécanisme de rigueur, de gestion transparente des activités, de rétablissement de la confiance entre les opérateurs et l'État, qu'ils sachent que l'État est un outil à leur disposition. L'État n'est pas un adversaire ou un concurrent. L'État est un outil à leur disposition. Ce que nous souhaiterions, c'est que l'image et le label Guinée soient dans tout le monde entier. Et pour cela, nous sommes obligés d'accompagner les acteurs qui peuvent permettre de mettre ce label-là sur le marché international. Et ces acteurs restent et demeurent les commerçants et les opérateurs. C'est clair. Donc le commerce est un secteur pourvoyeur de beaucoup de recettes pour l'économie globale de notre pays, c'est clair. Et encore, on peut faire mieux si on y va avec de la rigueur pour ne pas que certains s'enrichissent individuellement en échappant bien entendu au système de recettes et ainsi de suite. Mais bien entendu de confiance, puisqu'il faut rassurer aussi les investisseurs locaux et étrangers. Et en une minute, on va terminer sur un autre registre, parce que vous êtes aussi politique. Alors, beaucoup de choses se passent depuis un bon bout de temps. Vous avez été silencieux là-dessus. Est-ce parce que vous étiez revenu finalement au RPG, vous avez fondu votre parti, que vous ne voulez plus parler? Est-ce que vous vous sentez bien depuis votre arrivée au RPG? C'est la première question. Deuxième question, quelle analyse vous faites actuellement de ce qui se passe? Les manifestations sur l'installation des élus locaux, l'installation des PA, les patrouilles, et ainsi de suite. Bon, et comme vous le dites, j'ai muté. Hier, j'étais autonome avec une structure politique indépendante qui avait son appréciation des choses et qui, comme vous le savez, était sur le terrain politique, s'exprimait dans une dynamique de construction positive. Aujourd'hui, je suis dans le RPG, je me sens très bien. Le message qui est passé est un message collectif du gouvernement. Je suis partie prenante d'une équipe, nous avons un porte-parole qui exprime le point de vue du gouvernement après échange. Les cadres de votre ancien parti ont trouvé leur place dans l'ensemble RPG? Nous sommes dans la phase de restructuration. Aujourd'hui, le RPG est dans la phase de restructuration parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus. Bon, il y a une structure, on ne peut pas doubler les postes. Il faut faire de manière à ce que ceux qui sont le plus efficaces sur le terrain, leur place. Toute planète confondue, je dirais, entre griffes à mettre en planète, trouvent leur place et jouent leur rôle. L'important, c'est de rendre encore le parti plus fort. Nous sommes venus visionner pour accompagner, rendre le parti plus fort pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle sur l'échiquier national. Donc cela, je n'ai pas de commentaire majeur à faire par rapport à... Je n'ai pas une position personnelle, j'ai une position collective, une position gouvernementale, une position d'un parti. Donc je fais les miens, les propos et les orientations que le gouvernement et le parti met à la disposition de l'opinion nationale et internationale. Maintenant, on parlait de manifestations, vous savez, la question d'insécurité avec les PA. La loi reconnaît le droit à la manifestation, mais tant que ces manifestations-là ne nuisent pas à l'ordre public ou ne créent pas des incidents susceptibles d'amener des morts et de la désolation. Et malheureusement, nous avons constaté que tous les événements qu'il y a, nous déplorons toujours des victimes, des gens qui perdent la vie, des gens qui perdent des équipements, des gens qui sont handicapés à vie. Cela n'est pas dans nos habitudes, cela n'est pas dans nos traditions, cela n'est pas dans notre culture. Donc il est important que l'administration, en tout cas l'État, qui est garant de la sécurité et de la stabilité du pays, quand il estime que le pays est en danger par ce type de comportement, que l'État prenne les mesures adéquates pour rétablir l'ordre, ramener la sérénité, calmer les cœurs, pour que nous puissions... Donc vous êtes en parfaite harmonie avec la décision de déployer les patrouilles, d'installer les PA? Absolument. Je dis que je suis solidaire de la décision du gouvernement. Donc la question n'est pas en termes de PA ou de patrouille. Tout ce qui concourt à rétablir la sérénité, rétablir la paix et l'ordre, et que chacun puisse vaquer à ses occupations sans problème, en exprimant ses opinions politiques.
sans violence, Bien. il n'y a aucun problème. Bien. Voilà. Je pense que tous, nous concourons à ce que ce pays soit un beau pays où ils font bon vivre, où nous et nos enfants, nous pourrons profiter de façon pérenne. C'est clair. Donc si nous sommes tous mus par cette disposition, je pense que chacun doit mettre de l'eau dans son vin et parler Guinée, travailler Guinée et voir que Guinée. Et les hommes d'affaires vous regardent, les commerçants, tout le monde, peut-être un petit message à l'endroit de tous ceux-là qui sans doute travaillent avec vous, collaborent avec vous, ou travaillent dans le secteur du commerce. D'abord, En une minute. les remercier de la confiance qu'ils m'ont exprimée quand j'ai été nommé à ce département et de l'accompagnement qu'ils font tous les jours. Vous avez vu que l'environnement commercial a moins de perturbations, tout est calme, les choses se passent très bien. Bon, tout ce qui est inhérent à la nature existe, il y en a toujours qui trichent. Pourquoi vous avez parlé tout à l'heure de riz pourri, de farine périmée par-ci par-là, mais nous sommes en train de mettre en place un travail d'équipe, rétablir la confiance avec les opérateurs pour que les réformes qui se font se fassent avec eux, pas sans eux, que ça se fasse avec eux, qu'ils comprennent le processus, qu'ils accompagnent le processus pour qu'à terme qu'ils puissent se rendre compte que ces réformes sont porteurs que pour eux-mêmes en réalité. Donc je ne peux que leur exprimer ma reconnaissance au nom du président de la République, au nom du gouvernement, et dire que je reste en tant que ministre du Commerce, en tout cas moi-même et toute l'équipe qui m'accompagne, à leur disposition pour que nous puissions apporter ces réformes-là pour le bien-être de leur activité. Et pour ceux qui font du pain, il y a suffisamment de farine en ce moment? Alors, nous avons des unités industrielles qui font de la farine. Bon, la dernière fois, on a parlé un peu de manque de farine parce que les bateaux étaient en rade. Vous savez aussi, le port est un peu exigu. Voilà. Donc, lorsqu'on va l'agrandir, les problèmes d'approvisionnement ne se poseront plus. Voilà. On a des unités modernes dans ce secteur. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce tour d'horizon du secteur du commerce. On se retrouvera prochainement pour parler d'un aspect spécifique, un peu plus en détail. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.